C'est pas vrai. Si vous voulez lire un vrai livre d'histoire, lisez Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. C'est un bouquin qui va vraiment vous laisser sur le cul. Plus que celui de Chomsky sur le complexe industriel, c'est quoi un bon livre pour toi? Les mecs comme vous, moi, j'en reviens pas. Vous dépensez tout votre fric pour vous entourer de plein de putains de livres qui font chic, seulement c'est jamais les bons. Et c'est quoi un putain de bon livre, Will? Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture du livre de Daniel Guérin sur l'anarchisme avec un passage assez polémique qui va faire pleurer quelques personnes, je pense. Donc, c'est la partie sur la critique du socialisme dit autoritaire. Attention, j'entends déjà les lamentations des léninistes. Mon Dieu, c'était chantant. Enfin bref. Les anarchistes sont unanimes à soumettre le socialisme autoritaire au feu d'une sévère critique. À l'époque où leur réquisitoire à l'emporte-pièce était prononcé, il n'était pas toujours entièrement fondé, car ceux auxquels ils s'adressaient ou bien étaient des communistes primitifs ou grossiers, que n'avait pas encore fécondé l'humanisme marxiste, ou bien, dans le cas de Marx et d'Engels, n'étaient pas aussi unilatéralement férus d'autorité et d'étatisme que présentaient les anarchistes. Quand même, respecte-toi. On sent l'ancien trotskiste quand même. Hein. Mais de nos jours, les tendances autoritaires qui, au XIXe siècle, ne se manifestaient encore dans la pensée socialiste que d'une façon embryonnaire et velléitaire, ont proliféré. Au spectacle de ces excroissances, la critique anarchiste paraît aujourd'hui moins tendancieuse, moins injuste, elle revêt même assez souvent un caractère prophétique. Oui, je ne lis pas sur le PC, c'est un livre, donc si vous entendez des bruits de pages qui tournent, c'est moi. Steiner accepte nombre de prémices du communisme, mais avec ce corollaire. Si pour les vaincus de la société actuelle, la profession de foi communiste est un premier pas en avant dans la voie de leur totale émancipation, ils ne sont complètement désaliénés, ils ne pourront vraiment mettre en valeur leur individualité qu'en dépassant le communisme. Aux yeux de Steiner, en effet, le travailleur en régime communiste demeure soumis à la suprématie d'une société de travailleurs. Ce travail, la société le lui impose, il n'est pour lui qu'un pensum. Allez voir sur Wikipédia. Le communiste Weitling. Alors Weitling, c'est, si je dis pas de bêtises, il est dans le film Le jeune Karl Marx. C'est celui qui veut toujours foutre, qui est toujours déter si vous voulez pour une manif ou pour tout cramer. C'est d'ailleurs, il avait attaqué, je crois, il y a une scène où il attaque Marx où il dit. Je suis pas ici pour faire une énième théorie économique loin du peuple souffrant. Et là, Marx pète un câble. Là, l'ignorance n'a jamais sauvé personne. Jamais. Enfin voilà, c'est lui Weitling, voilà. N'a-t-il pas écrit: les facultés ne peuvent se développer autant qu'elles ne troublent pas l'harmonie de la société? À quoi Steiner répond: que je sois loyal sous un tyran ou dans la société de Weitling, c'est, dans un cas comme dans l'autre, la même absence de droit. Le communiste ne songerait guère au-delà du travailleur à l'homme, au temps libre. Il négligerait l'essentiel, lui permettre de jouir de soi comme individu après qu'il ait fait sa tâche comme producteur. Mais surtout, Steiner entrevoit le danger d'une société communiste, où l'appropriation collective des moyens de production conférerait à l'État des pouvoirs beaucoup trop exorbitants que dans la société actuelle. Le communisme, par l'abolition de toute propriété individuelle, me rejette encore plus sous la dépendance d'autrui, la généralité ou la totalité et, malgré qu'il attaque violemment l'État, son intention est d'établir ainsi son État. Un état de choses qui paralyse mon activité libre, une autorité souveraine sur moi. Contre l'oppression que je subis de la part des propriétaires individuels, le communisme se soulève à juste titre, mais plus terrible encore est la puissance qu'il met aux mains de la totalité. Steiner, c'est drama queen, mais pour le coup, on va dire, je crois que Nietzsche d'ailleurs l'a appliqué à peu près toutes ses idées. Proudhon peste tout autant que contre le système communiste, gouvernemental, dictatorial, autoritaire, doctrinaire, qui part du principe que l'individu est essentiellement subordonné à la collectivité. La notion qu'ont les communistes du pouvoir de l'État est absolument la même que celle de leur ancien maître. Elle est même beaucoup moins libérale. Comme une armée qui a enlevé les canons de l'ennemi, le communisme n'a fait autre chose que retourner contre l'armée des propriétaires sa propre artillerie. Toujours l'esclave a singé le maître. Et Proudhon décrit en ces termes le système politique qu'il attribue aux communistes. Une démocratie compacte, fondée en apparence sur la dictature des masses, mais où les masses n'ont de pouvoir que ce qu'il en faut pour assurer la servitude universelle, d'après les formules suivantes empruntées à l'ancien absolutisme.
indivision du pouvoir, centralisation absorbante, destruction systématique de toute pensée individuelle, corporative et locale, réputée sécessionnaire. Enfin bref. Police inquisitoriale. Ouais, bon, c'est le KGB quoi. Les socialistes autoritaires appellent une révolution par en haut. Ils soutiennent qu'après la révolution, il faut continuer l'État. Ils maintiennent en l'agrandissant encore l'État, le pouvoir, l'autorité, le gouvernement. Ce qu'ils font, c'est de changer les appellations, comme il suffisait de changer les mots pour transformer les choses. Et Proudhon lance cette boutade. Le gouvernement est en sa nature contre-révolutionnaire. Mettez un Saint-Vincent de Paul au pouvoir, il sera Guizot ou Talleyrand. Je crois que c'est pas Bakounine qui avait... Ah si, Bakounine ça vient. Bakounine développe cette critique du communisme autoritaire. Je déteste le communisme, parce qu'il est la négation de la liberté que je puis concevoir rien d'humain sans liberté. Je ne suis point communiste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances de la société dans l'État, parce qu'il aboutit nécessairement à la centralisation de la propriété entre les mains de l'État, tandis que moi je veux l'abolition de l'État. L'extirpation radicale de ce principe de l'autorité et de la tutelle de l'État, qui, sous le prétexte de moraliser et de civiliser les hommes, les a jusqu'à ce jour asservis, opprimés, exploités et dépravés. Je veux l'organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la libre association et non de haut en bas par le moyen de quelque autorité que ce soit. Voilà dans quel sens je suis collectiviste et pas du tout communiste. Faut dire aussi, nous qu'on entend communiste, bon voilà, ça renvoie à plein d'images, mais à l'époque ça avait une signification un peu différente. Donc voilà, il y avait toujours ce distinction collectiviste, communiste, etc. Donc voilà, faut pas faire d'anachronisme, mais donc voilà, voilà la critique de Bakounine. Enfin bref, continuons. Peu après ce discours, 1868, Bakounine adhère à la Première Internationale où avec ses partisans, il se heurte non seulement à Marx et à Engels, mais à d'autres qui, beaucoup plus que les deux fondateurs du socialisme scientifique, prêtent le fond à son réquisitoire. D'une part, les sociodémocrates allemands qui ont le fétichisme de l'État et se proposent d'instaurer, par le bulletin de vote et les alliances électorales inéquivoques, État populaire. D'autre part, les blanquistes qui prônent une dictature révolutionnaire minoritaire à caractère transitoire. Bakounine combat à boulet rouge ces deux conceptions divergentes, mais toutes deux autoritaires, entre lesquelles Marx et Engels, pour des raisons tactiques, oscillèrent et qu'ils se résoudront harcelés par la critique anarchiste à plus ou moins désavouée. Mais c'est la manière sectaire et personnelle avec laquelle Marx, surtout après 1870, prétend régenter l'international, qui l'oppose violemment à Bakounine. Dans cette querelle, dont l'enjeu est le contrôle de l'organisation, c'est-à-dire du mouvement ouvrier international, il n'est pas douteux que les deux protagonistes ont des torts. Bakounine n'est pas sans reproche et le procès qu'il intente à Marx manque souvent d'équité, voire de bonne foi. Cependant, c'est ce qui doit compter surtout pour le lecteur aujourd'hui. Il a le mérite de le lancer dans les années 1870, un cri d'alarme contre certaines conceptions d'organisation du mouvement ouvrier et du pouvoir, entre guillemets, prolétarien, qui, beaucoup plus tard, dénatureront la révolution russe. Dans le marxisme, il croit percevoir, parfois injustement, parfois avec raison, l'embryon de ce qui deviendra le léninisme, puis son cancer, le stalinisme. Oh là là, boum boum. Prêtant malignement à Marx et Engels des attentions que les deux hommes, s'ils l'ont réellement nourri, n'ont jamais ouvertement exprimées, Bakounine s'écrie « Mais dira-t-on tous les ouvriers ne peuvent pas devenir des savants, et ne suffit-il pas qu'au sein de cette organisation, l'internationale, il se trouve un groupe d'hommes qui possèdent aussi complètement que cela se peut de nos jours la science, la philosophie et la politique du socialisme, pour que la majorité, en obéissant avec foi à leur direction, puisse être certaine de ne pas dévier de la voie qui doit la conduire à l'émancipation définitive du prolétariat. » Voilà un raisonnement que nous avons entendu non ouvertement émettre. On n'est ni assez sincère ni assez courageux pour cela, mais développé sous main avec toutes sortes de réticences plus ou moins habiles et bakounines. Ayant adopté pour base le principe que la pensée a priorité sur la vie, que la théorie abstraite a priorité sur la pratique sociale et que par conséquence la science sociologique doit devenir le point de départ des soulèvements sociaux et de la reconstruction sociale, ils en sont arrivés nécessairement à la conclusion que la pensée, la théorie, la science étant, pour le présent du moins,
la propriété exclusive d'un très petit nombre de gens. Cette minorité devrait diriger la vie sociale. Ça rejoint Maïkiewski, les capitalistes du savoir. Ça rejoint cette critique-là. Le prétendu État populaire ne sera rien d'autre que le gouvernement despotique des masses populaires par une nouvelle et très restreinte aristocratie de vrais ou prétendus savants. Allez écouter Maïkiewski et allez regarder la vidéo de Jacot, s'il vous plaît, sur Note le bourgeois, s'il vous plaît. Bakounine a une vive admiration pour les capacités intellectuelles de Marx, dont il avait songé à traduire en russe l'ouvrage majeur, Le Capital, et il adhère pleinement à la conception matérialiste de l'histoire. Il apprécie mieux que quiconque la contribution théorique de Marx à l'émancipation du prolétariat. Mais ce qu'il n'admet pas, c'est que la supériorité intellectuelle puisse conférer un droit de direction du mouvement ouvrier. Prétendre qu'un groupe d'individus, même les plus intelligents, les mieux intentionnés, sont capables de devenir la pensée, l'âme, la volonté dirigeante et unificatrice du mouvement révolutionnaire et de l'organisation économique du prolétariat de tous les pays, c'est une telle hérésie contre le sens commun et contre l'expérience historique qu'on se demande avec étonnement comment un homme aussi intelligent que Karl Marx a pu la concevoir. L'établissement d'une dictature universelle, d'une dictature qui ferait en quelque sorte la besogne d'un ingénieur en chef de la révolution mondiale, réglant et en dirigeant le mouvement insurrectionnel des masses de tous les pays comme on dirige une machine. L'établissement d'une pareille dictature suffirait à lui seul pour tuer la révolution, pour paralyser et pour fausser tous les mouvements populaires, et que penser d'un congrès international qui, dans l'intérêt du soi-disant de cette révolution, impose le prière de tout le monde civilisé un gouvernement investi de pouvoirs dictatoriaux. L'expérience de la Troisième Internationale a montré que depuis que, si Bakounine forçait sans doute quelque peu la pensée de Marx en lui prêtant une conception aussi universellement autoritaire, le danger contre lequel il mettait en garde s'est, beaucoup plus tard, matérialisé. En ce qui concerne le péril étatique en régime communiste, l'exilé russe ne se montre pas moins clairvoyant. Les socialistes doctrinaires aspirent selon lui à placer le peuple dans de nouveaux harnais. Sans doute ils admettent avec les libertaires que tout État est un joug, mais ils soutiennent que seule la dictature, bien entendu la leur, peut créer la liberté du peuple. À cela nous répondons qu'aucune dictature ne peut avoir d'autre but que de durer plus longtemps possible. Au lieu de laisser le prolétariat détruire l'État, ils veulent le transférer aux mains de ses bienfaiteurs, gardiens et professeurs, les chefs du Parti communiste. Mais voyons bien qu'un tel gouvernement sera, quelles que puissent être ses formes démocratiques, une véritable dictature, il se console à l'idée que cette dictature sera temporaire et de courte durée. Mais non, leur est Bakounine. Cette dictature prétendue transitoire aboutira inévitablement à la reconstruction de l'État, des privilèges, des inégalités et de toutes les oppressions de l'État. À la formation d'une aristocratie gouvernementale qui recommence à l'exploiter et à l'assujettir sous prétexte de bonheur commun ou pour sauver l'État. Et cet État sera d'autant plus absolu que son despotisme se cache soigneusement sous les apparences d'un respect obséquieux pour la volonté du peuple. Bakounine, toujours extra-lucide, croit en la révolution russe. Si les ouvriers de l'Occident tardent trop longtemps, ce seront les paysans russes qui donneront l'exemple. La révolution en Russie sera essentiellement anarchique. Mais gare à la suite, les révolutionnaires pourraient bien continuer tout simplement l'état de Pierre le Grand, basé sur la suppression de toute manifestation de la vie populaire, car on peut changer l'étiquette que porte notre État, sa forme, mais le fond restera toujours le même. Ou il faut détruire cet État, ou se réconcilier avec ce mensonge le plus vil et le plus redouteux qu'il ait jamais engendré notre siècle, la bureaucratie rouge. Et Bakounine lança cette boutade. Prenez le révolutionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies, ou conférez-lui un pouvoir dictatorial, et avant un an, il sera devenu pire que le tsar lui-même. Citation très célèbre d'ailleurs. Une fois la révolution accomplie en Russie, Volin, qui en sera à la fois acteur, témoin et l'historien, constatera que la façon des faits confirme la leçon des maîtres. Oui, décidément, pouvoir socialiste et révolution sociale sont des éléments contradictoires. Impossible de les réconcilier. Une révolution qui s'inspire du socialisme étatique et lui confie son sort, ne serait-ce qu'à titre provisoire ou transitoire, est perdue. Elle s'engage sur une fausse route, sur une pente de plus en plus accentuée. Tout pouvoir crée inévitablement une situation privilégiée pour les hommes qui l'exercent. S'étant emparé de la révolution, l'ayant maîtrisé, bridé, le pouvoir s'est obligé de créer son appareil bureaucratique et coercitif, indispensable pour toute autorité qui veut se maintenir commandée, ordonnée, en un mot, gouvernée. Il forme ainsi une sorte de nouvelle noblesse.
dirigeants, fonctionnaires, militaires, policiers, membres du parti au pouvoir. Tout pouvoir cherche plus ou moins à prendre entre ses mains les rênes de la vie sociale. Il prédispose les masses à la passivité, toute esprit d'initiative étant étouffé par l'existence même du pouvoir. Le pouvoir communiste est un véritable assommoir. Gonflé de son autorité, il a peur de tout acte indépendant. Toute initiative autonome lui paraît aussitôt suspecte, voire menaçante, car il veut tenir le gouvernail et veut le tenir seul. Toute autre initiative lui paraît être une ingérence dans son domaine et dans ses prérogatives. Elle lui est insupportable. Je crois qu'il y avait Orwell qui avait écrit un bouquin sur le dictature des intellectuels, je crois que c'est James Comment peut-être, je sais plus, je mettrai ça, voilà, la magie du montage. D'ailleurs, pourquoi ce provisoire et ce transitoire? L'anarchisme en conteste catégoriquement la prétendue nécessité. À la veille de la Révolution espagnole en 1936, Diego Abad de Sévillan enfermera le socialisme autoritaire dans le dilemme que voici. Ou bien la Révolution donne la richesse sociale aux producteurs, ou elle ne leur donne pas. Si elle leur donne, si les producteurs s'organisent pour produire et distribuer collectivement, l'État n'a plus rien à faire. S'il ne la donne pas, alors la révolution n'est qu'un leurre, l'État subsiste. Dilemme que chacun jugeront quelque peu simpliste, mais qui serait déjà moins si on le ramenait à une déclaration d'intention, à savoir: les anarchistes ne sont pas assez naïfs pour rêver que les survivances étatiques disparaîtront du jour au lendemain, mais ils ont la volonté de les faire dépérir au plus vite, tandis que les autoritaires se complaisent, eux, dans la perspective de la pérennité d'un état transitoire baptisé arbitrairement ouvrier. Bigre, cette partie, c'est fini. Je trouve que ça boxait pas mal quand même hein, dans le chapitre, donc à un moment donné, j'entends déjà les nistes en train de pleurer. Donc enfin bref, c'était la lecture de la partie qui était quand même assez long. C'était la partie du critique du socialisme dit autoritaire. Et donc voilà, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.